Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Volodymyr Zelensky demande à rencontrer Vladimir Poutine pour négocier la paix. Mais pour le moment, la guerre continue. Nous reviendrons ensuite sur l'affaire Liana et le scandale des négligences graves de la gendarmerie et de l'appareil judiciaire. Et enfin, c'est bientôt la Coupe du Monde en Amérique avec ses buts, ses surprises et ses exploits, mais aussi son risque sécuritaire chez nous. Volodymyr Zelensky a écrit une lettre à Vladimir Poutine pour lui demander l'ouverture de négociations. Explication avec Nicolas de Lamberterie. Un coup de com' à destination des sponsors occidentaux ou une véritable démarche ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient d'envoyer une lettre ouverte au président russe Vladimir Poutine, lui demandant une rencontre directe dans un pays neutre afin de discuter sur les modalités qui permettraient de trouver une issue au conflit russo-ukrainien. Une lettre à laquelle Vladimir Poutine a rapidement répondu publiquement, affirmant que Volodymyr Zelensky pouvait toujours se rendre à Moscou et que les discussions de paix devaient se faire sur la base des discussions qu'avaient eues Poutine et Trump en Alaska en août 2025. Discussions qui avaient abouti à un plan américain en 28 points, plan qui avait échoué sur la question du Donbass, les Ukrainiens refusant de se retirer de la partie de l'oblast de Donetsk qu'ils contrôlent encore, à savoir la conurbation ultra-fortifiée de Sloviansk-Kramatorsk. En tout état de cause, les forces armées ukrainiennes semblent toujours continuer de rencontrer des difficultés importantes d'effectifs, comme l'indiqueraient les velléités de Kiev de forcer le retour au pays des hommes en âge de combattre. L'Ukraine a demandé cette semaine officiellement à la Commission européenne, qui semble l'avoir accepté, d'après un article d'Euractiv, d'exclure les hommes ukrainiens en âge de combattre, c'est-à-dire de 23 à 60 ans, de la protection temporaire accordée aux Ukrainiens du fait de la guerre. Cela veut dire que les hommes ukrainiens en âge de combattre pourraient se voir refuser l'entrée sur le territoire de l'Union européenne, tout d'abord, et ensuite, ceux qui sont déjà là pourraient se faire expulser du territoire des pays de l'Union européenne, ce qui montre que les slogans claironnants que l'on entend du côté des pro-ukrainiens disant l'Ukraine est en train de gagner la guerre, la victoire est en train de changer de côté, et pas du tout dans le sens que l'on croit, étant donné que les demandes insistantes de l'Ukraine de faire expulser ces hommes en âge de combattre montrent que l'Ukraine est en mal d'effectifs. Par ailleurs, pour la deuxième fois en très peu de temps, un drone a explosé en Roumanie. Il y a une semaine, un drone russe frappait un immeuble d'habitation à Galați, près de la frontière ukrainienne. Mais il s'est rapidement avéré que cette frappe n'était pas du tout intentionnelle côté russe, mais la conséquence d'une déviation de tir par les Ukrainiens. Et ce matin, un drone naval a explosé à Constanța, au bord de la mer Noire. Une série d'incidents qui interrogent sur les velléités ukrainiennes d'entraîner ses alliés plus directement dans le conflit. Il faut savoir que ce n'est pas le premier incident de la sorte dans l'Union européenne, étant donné qu'il y a quelques semaines, un drone naval avait été intercepté par la marine grecque au large de l'île de Lefkas, et que ça a donné hier lieu à une note de protestation du gouvernement grec au gouvernement ukrainien, lui disant que la Grèce s'opposait à ce que l'Ukraine envoie des drones en Méditerranée. Ceci dans un contexte d'attaque de drones aériens ukrainiens un peu tous azimuts. On a eu donc ces attaques sur Saint-Pétersbourg qui ont été des attaques de communication pour humilier le gouvernement russe lors de l'ouverture du forum économique de Saint-Pétersbourg. Il y a eu aussi des drones qui ont été donc interceptés au-dessus de la Lettonie, de la Lituanie, et dont la trajectoire permet de penser qu'ils visaient la Russie en passant par le territoire des pays baltes, de façon à attirer une réaction de la Russie sur ces pays et à faire rentrer l'OTAN dans la guerre. On voit donc que actuellement l'Ukraine en fait est dans un état de fébrilité qui fait que ils cherchent une issue par l'entrée en guerre de l'OTAN à leur côté. C'est quelque chose que l'on voit déjà depuis 2 ans, mais là, c'est en train de s'affirmer de plus en plus. Pendant ce temps se tient donc le Forum économique de Saint-Pétersbourg, événement quelque peu perturbé par des attaques de drones ukrainiens. On notera la présence d'une assez bonne délégation américaine. En effet, les Américains semblent essayer de reprendre discrètement le chemin des affaires avec les Russes et viennent par exemple de décider du rétablissement des liaisons postales directes entre les deux pays. Les discussions sur les projets de liaison terrestre Russie-États-Unis via l'Alaska auraient également repris.
Sur le terrain, les Russes reprennent l'initiative et avancent dans la ville fortifiée de Konstantinovka et auraient par ailleurs conquis le village de Gouya-et-Poïske, un village clé dans la défense de Oryechov, la dernière ville clé de la défense de Zaporijia. Les attaques de drones ukrainiens perturbent quant à elles les approvisionnements civils en carburant en Crimée, qui sont désormais soumis à restrictions, en attendant que l'armée déploie un pipeline provisoire pour rétablir une alimentation normale en carburant. La guerre poursuit donc son cours, mais plus que jamais, la fatigue dans l'un ou l'autre camp augmente considérablement les risques de dérapage. Macabre affaire Liana. La disparition de cette fille de 11 ans a révélé des négligences graves de la gendarmerie et des procureurs qui ont laissé un criminel dans la nature. Renaud de Bourleuf. Une enfant victime de la faiblesse judiciaire. Cette fois, il ne s'agit même pas de laxisme, mais d'inaction. Après la découverte macabre jeudi soir, à la suite de la disparition de Liana, âgée de 11 ans, c'est un véritable scandale qui secoue l'appareil judiciaire. Jérôme Barella, le suspect, était dans la nature malgré une plainte pour viol déposée en août dernier. Le 22 août 2025, une mère de famille a déposé plainte pour viol sur sa fille âgée de 10 ans auprès de la gendarmerie de Plaisance-du-Tout. Ce n'est qu'en octobre que le parquet de Toulouse est informé au bout de plus d'un mois. Le 28 octobre, le parquet de Toulouse se dessaisit au profit du parquet d'Auch. Il s'agit de respecter la procédure selon les lieux où l'agression a été commise. Très pointilleux. Selon le procureur d'Auch, ce n'est qu'en décembre que la plainte arrive sur son bureau. Ce n'est qu'en janvier que le procureur saisit la brigade de gendarmerie de Fleurance pour poursuivre l'enquête. Pendant ce temps, le suspect était libre dehors. Il n'a même pas été interrogé. Notons que cet individu de 41 ans a un CV assez lourd. Plusieurs signalements et plaintes pour des faits concernant des mineurs. En 2017, un premier signalement judiciaire a été émis par une mère de famille après avoir découvert que sa fille de 17 ans entretenait une relation avec lui. Il avait déjà 32 ans. Le signalement a été classé sans suite en février 2018. En 2020, il est licencié par le lycée dans lequel il travaille comme agent d'entretien à cause d'une relation inappropriée avec une lycéenne. En 2022, cette fois, c'est une plainte pour viol qui est déposée pour des faits présumés commis sur une enfant de 7 ans. La plainte a été classée sans suite en 2024. Enfin, en 2025, c'est la deuxième plainte qui a été déposée. Lundi, 3 jours après la disparition de Liana, il a été arrêté avant d'être mis en examen pour enlèvement et séquestration d'une mineure de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. C'est alors que son passif a été dévoilé. Notons que dans la foulée, mercredi, un père de famille a déposé plainte pour viol sur sa fille. Encore une affaire qui soulève une défaillance judiciaire. L'éducatrice de l'enfant, actuellement placée auprès de l'aide sociale à l'enfance, avait déjà fait un signalement en mars dernier pour ces faits. Mercredi soir, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a été interrogé à l'Assemblée nationale concernant la plainte déposée l'été dernier. C'est une plainte qui remonte à l'été 2025 et il est évidemment, les questions que vous posez sont très légitimes de savoir quels ont été les actes d'enquête qui ont été engagés, quel temps ces actes ont pris, qui a été saisi, quelles suites ont été données très concrètement. J'en ai parlé avec le garde des Sceaux et nous avons décidé sur cette question de diligenter une enquête administrative qui sera confiée à l'Inspection générale de la justice, à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale pour identifier évidemment d'éventuels dysfonctionnements. Ce vendredi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a réuni à Matignon les ministres de l'Intérieur Laurent Nunez et de la Justice Gérald Darmanin pour, je cite, « faire un point de situation sur cette affaire ». Gérald Darmanin convoque tous les procureurs généraux à une réunion de travail à la chancellerie lundi matin. Pourquoi on n'est pas intervenu alors que ça fait de longs mois qu'on a des plaintes contre ce monsieur? C'est tout à fait inacceptable. En tant que chef d'administration, je prendrai mes responsabilités, je rendrai public le rapport. Emmanuel Macron s'est exprimé en marge de son déplacement au Monténégro. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Pourtant, l'appareil judiciaire fonctionne avec beaucoup d'efficacité dans certaines circonstances. Dans le Gers, département de la tragédie de Liana et des nombreux agissements de Jérôme Barella, un agriculteur de la coordination rurale l'a confirmé. Moi, je vous garantis que la justice du Gers, le parquet de Auch, a des moyens considérables, des moyens lunaires. Parce que, en l'espace de moins d'un an, j'ai fait l'objet de 4 auditions, 2 pour des posts Facebook. Un appareil judiciaire et policier qui sait choisir ses cibles, histoire de ne pas avoir d'ennui ou de faire évoluer la carrière. L'incarcération de militants nationalistes avec un étonnant zèle, notamment à Lyon, en marge d'un hommage à Quentin, témoigne que dans la France de Macron, il vaut mieux être un violeur d'enfants qu'un camarade fidèle. Le coupable du meurtre de Liana sera probablement condamné à de la réclusion criminelle.
Les responsables, eux, resteront au chaud dans leur ministère et dans leur tour d'ivoire judiciaire. L'effet papillon avec le ballon rond. Dans quelques jours débutera la Coupe du Monde de football en Amérique, mais le chaos pourrait bien se jouer en France. Vous avez aimé la finale de la Ligue des Champions et sa faune bigarrée dans les rues de Paris. Vous adorez la Coupe du Monde en Amérique et la belle fête du football qu'elle pourrait provoquer en France. Le Mondial 2026, organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ne constitue pas seulement un défi sécuritaire et logistique pour les États hôtes, qui devront composer avec le risque des cartels, au Mexique notamment, ou des menaces terroristes. C'est aussi un sacré chaos qui pourrait avoir lieu chez nous. Les scènes observées après la victoire du PSG en Ligue des Champions le 30 mai, avec plus de 890 interpellations, des centaines de blessés, 3 morts et des violences dans plusieurs dizaines de communes, ont rappelé que certains événements sportifs internationaux servent désormais de prétexte à certains. À plus forte raison, vu les équipes qui participeront au tournoi. Le calendrier officiel prévoit en effet la présence de nombreuses sélections disposant en France de diaspora importante, Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Égypte ou encore Ghana. Les groupes ont été conçus de manière à limiter les affrontements directs entre grandes nations d'un même continent. Le Maroc figure dans le groupe du Brésil, de l'Écosse et d'Haïti. L'Algérie affrontera l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. La Tunisie rencontrera les Pays-Bas, le Japon et la Suède, quand le Sénégal croisera la France, l'Irak et la Norvège. La Côte d'Ivoire évoluera pour sa part avec l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao. Le match France-Sénégal du 16 juin apparaît déjà comme l'une des rencontres sensibles en France lors des matchs de poule. Mais c'est surtout l'hypothèse d'un France-Algérie lors des phases à élimination directe qui nourrit les inquiétudes des observateurs. Si tel est le cas, on pourrait assister à des scènes de lynchage un peu partout en France. Le précédent de France-Algérie au Stade de France en 2001, interrompu après une invasion de terrain, demeure présent dans toutes les mémoires institutionnelles. 25 ans plus tard, les capacités de mobilisation des réseaux sociaux et la multiplication des phénomènes de bande rendent les autorités particulièrement attentives à ce scénario. La poule relevée dans laquelle se trouve l'Algérie avec l'Argentine mais aussi l'Autriche pourrait néanmoins épargner à la France bien des désagréments. Mais les Fennecs, comme l'on appelle les joueurs de la sélection maghrébine, n'entendent pas jouer les figurants et ont battu les Pays-Bas en match de préparation. Chaque rencontre impliquant l'équipe algérienne devrait susciter une forte mobilisation en France. Reste à voir si l'heure des matchs dissipera les ardeurs des casseurs avec des rencontres qui se joueront à 3h, 5h et 4h du matin pour les matchs de poule. Au-delà du cas algérien, la présence simultanée du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal ou encore de la Côte d'Ivoire pourrait conduire les forces de sécurité françaises à maintenir un niveau de vigilance élevé tout au long de la compétition, ou au moins le temps que ces équipes seront encore en lice. Les affrontements potentiels entre équipes de diverses diasporas pour la suite du tournoi peuvent aussi donner lieu à des incidents. Les déclarations du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et du préfet de police de Paris, mettant en avant le nombre d'interpellations et la réactivité des forces de police lors des incidents en marge du match du PSG, peinent à masquer une réalité beaucoup plus profonde, la répétition quasi mécanique des violences urbaines lors de ce type d'événements avec certaines populations. Ce soir-là, effectivement, il y a eu des moments festifs et il y a eu des débordements. Voilà. Qui étaient des débordements très graves. Je ne le nie pas et je ne souhaite pas le nier, évidemment. Les instructions, elles sont fermes, elles sont claires, c'est d'aller au contact. Et les policiers y vont et ils interpellent. Et merci d'avoir appelé le nombre d'interpellations, 891. Et on continuera toujours avec la même fermeté. Derrière les discours officiels, le phénomène est désormais structurel. Les débordements observés lors de la finale de la Ligue des Champions, comme ceux déjà constatés un an plus tôt, ou même pendant la Coupe d'Afrique des Nations pendant l'hiver, témoignent de l'incapacité de l'exécutif à faire face, comme en témoignent les nombreux montages montrant Emmanuel Macron en 2025 puis en 2026. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur, nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela.
En aucun cas. Je veux remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants qui ont été touchés, les victimes, les gens qui ont été blessés. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers et à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Impuissant, le président ne manquera néanmoins pas l'occasion de s'exhiber avec les athlètes de l'équipe de France, comme il a déjà pu le faire à Clairefontaine au centre d'entraînement, attirant vers lui Kylian Mbappé comme un trophée, négligeant le plus discret et néanmoins un ballon d'or et champion d'Europe Ousmane Dembélé. La bagarre dans la rue, le président qui fait le kéké dans les tribunes. Emmanuel Macron devrait nous offrir un dernier tour de piste cet été avec sa proximité surjouée avec les joueurs, surtout avec certains. Un ridicule qu'il devrait partager avec une large partie de la classe politique qui se servira de l'occasion pour faire de la réclame pour 2027 avec un petit patriotisme cocardier, comme l'ont déjà montré ces deux poulains Gabriel Attal et Édouard Philippe. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Après une réforme des régions ratée, il s'attaque à Paris. Le Haut Commissariat à la stratégie au plan, où pantoufle l'ancien ministre Clément Beaune, propose un profond remaniement territorial pour créer un Grand Paris unifié. La note suggère de supprimer la métropole du Grand Paris, les départements de la Petite Couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, ainsi que leurs communes, pour fusionner le tout avec Paris au sein d'une collectivité unique à statut particulier. Cette nouvelle entité serait divisée en 40 districts, dont 13 dans les limites actuelles de Paris. Certains arrondissements seraient fusionnés comme les 8e, 9e et 10e, agrandis avec le 12e intégrant Vincennes et Saint-Mandé, ou redécoupés selon les besoins électoraux de celui qui tiendra le compas et l'équerre au moment de faire le choix. L'objectif affiché est d'aligner l'organisation administrative sur les réalités démographiques et économiques actuelles près de 170 ans après la création des 20 arrondissements parisiens. Ce projet territorial, qui ne manquera pas de susciter de vives critiques, notamment en matière de démocratie locale et d'autonomie des collectivités, aidera à voir le jour à moins d'1 an de la présidentielle. Il permettra surtout au Haut Commissariat à la stratégie au plan de justifier son existence et le salaire de Clément Beaune. Nantes connaît une nouvelle vague de violence liée au narcotrafic. Mercredi, un homme d'une vingtaine d'années a été tué en pleine rue dans le quartier de Bautières par un commando à moto électrique. Un commando écologique pourra toujours arguer le maire socialiste de la ville, Johanna Roland. Il s'agit du 4e homicide en un peu plus d'un mois dans ce secteur populaire ou ethnique, selon la terminologie qu'on choisira, et cela sur fond de guerre de territoire entre trafiquants. Parallèlement, 4 jeunes individus, dont une femme, âgée de 17 à 19 ans, ont été mis en examen pour la séquestration particulièrement violente début janvier de 2 adolescents de 14 et 16 ans. Les victimes avaient été enlevées, dénudées en forêt, rouées de coups, blessées au couteau et contraintes de creuser leur propre tombe avant d'être abandonnées. Les suspects, dont 3 sont placés en détention, sont poursuivis pour violences aggravées, séquestration et association de malfaiteurs en lien avec le trafic de stupéfiants. L'identité civile ou visuelle des individus n'est pas encore connue. Vos salaires doivent être connus de tous vos collègues, comme l'a décidé l'Union européenne. Vendredi, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé qu'un projet de loi sur la transparence salariale sera transmis au Conseil d'État au plus tard pour dimanche prochain. C'était la date butoir fixée par Bruxelles pour appliquer cette directive européenne dans le droit national. Ce texte prévoit notamment que les entreprises précisent le salaire ou une fourchette de salaire dans leurs offres d'emploi et que les salariés aient le droit d'obtenir des informations sur les niveaux de rémunération de leurs collègues occupant un travail de valeur égale au leur. Le gouvernement justifie son retard par des problèmes de calendrier parlementaire. En réalité, les discussions avec les syndicats sont vives en raison des conséquences d'une telle législation sur la vie sociale d'une entreprise. Beaucoup de salariés veulent connaître le revenu de leurs collègues, mais pas forcément dévoiler leur propre salaire. La DGSI vous protège contre la masculinité. Selon une enquête de France Télévisions, les services de renseignement et le parquet national antiterroriste prendraient très au sérieux une menace masculiniste. Il s'agirait d'hommes, généralement jeunes et parfois des mineurs, qui voudraient s'en prendre à des mouvements féministes ou au planning familial. À l'heure actuelle, on ne compte qu'une personne mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes pour ce genre de motif et pour le moment aucune condamnation. Si depuis quelques années de nouvelles menaces terroristes apparaissent comme le terrorisme trans aux États-Unis, il convient de noter qu'en France, depuis 2001, selon Fondapol, 95 à 99% des attentats ayant fait des morts en France sont le fait d'islamistes. L'actualité internationale en bref.
des présidents nuls et des veaux d'or. Les États-Unis inaugurent le 19 juin le centre présidentiel Obama à Chicago, dans le sud de la ville, à Jackson Park, après plus d'une décennie de travaux et un coût dépassant 850 millions de dollars. Ce complexe de 7,8 hectares comprend un musée, une bibliothèque, un forum public et des espaces dédiés à la jeunesse. Sa pièce maîtresse est un imposant obélisque en granit de 69 mètres surnommé l'Obamalisque par certains, qui abrite l'exposition retraçant le parcours de Barack Obama. Ce centre coûteux a aussi un prix écologique puisqu'il remplace des espaces verts. Le bâtiment reflète par ailleurs la volonté de l'ancien président, très impliqué dans sa conception. Il s'inscrit dans la tradition des monuments présidentiels américains, à l'image de la récente statue inaugurée en l'honneur de Donald Trump. Ces canonisations de leur vivant de président américain médiocre n'a rien à envier à l'autosatisfaction permanente de notre président en fin de règne. Flagrant délit de désinformation. Lundi, l'ambassadeur d'Israël en France a persisté dans sa version sur la destruction d'un couvent au sud du Liban. Rappelons que le 1er mai, malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne avait détruit un couvent et une ancienne école à Yaroun, un village majoritairement chrétien, situé près de la frontière israélienne. Le lendemain, l'association catholique L'Œuvre d'Orient avait fustigé un acte volontaire de destruction d'un lieu de culte et la destruction systématique des habitations du sud Liban, visant à empêcher le retour des populations civiles. Mais le surlendemain, l'ambassadeur a nié, affirmant que le couvent n'avait été ni touché ni détruit. Il a même dénoncé une propagande agressive. Lundi, il a finalement donné une version différente. L'édifice religieux aurait été, selon lui, détruit en 2024 et non en mai 2026. Il appelait les journalistes à mieux vérifier leurs informations. Problème, les images satellites ont bien prouvé une destruction survenue fin avril ou début mai. L'ambassade a par la suite affirmé avoir fait une confusion. L'enrichissement migratoire dans la chronique judiciaire. En Allemagne, le parquet a requis la prison à vie contre Taleb Jawad Al-Abdul-Mohsen, le psychiatre saoudien auteur de l'attentat au véhicule bélier du marché de Noël de Magdebourg en décembre 2024. L'attaque avait fait 6 morts, dont un enfant de 9 ans et plus de 300 blessés. Le procureur a qualifié l'acte de longuement préparé et dépassant toute dimension humainement compréhensible. Réfugié en Allemagne depuis 2006, l'accusé visait, selon l'accusation, à se venger d'une association de réfugiés après un échec judiciaire. Il a reconnu avoir planifié l'attaque tout en niant avoir volontairement visé les victimes. Le procès, marqué par ces déclarations sulfureuses, relance le débat sur l'immigration. Le Japon développe son énergie nucléaire. Tokyo envisage de remplacer jusqu'à 14 réacteurs nucléaires vieillissants d'ici les années 2050. Rappelons que le Japon avait arrêté l'ensemble de ses centrales nucléaires après le séisme et le tsunami de 2011 qui avait provoqué la fusion de 3 réacteurs de la centrale de Fukushima. Mais le pays du soleil levant veut maintenant relancer cette énergie afin de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et répondre à la hausse des besoins énergétiques. Ce soir, tête à clash et pour le samedi politique. Élise Blaise reçoit l'avocat de Julian Assange et essayiste Juan Branco. Il est candidat à l'élection présidentielle et livre ses propositions. Dimanche, terre de mission. Lundi, dès 7h, un zoom avec Arnaud Gaget sur son ouvrage « La tyrannie de la bienveillance ». C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.